Le deuxième élément indispensable au bon fonctionnement de la villosité choriale, c'est la bonne différenciation trophoblastique. Cette bonne différenciation trophoblastique, elle comprend au départ une différenciation du tissu trophoblastique extravilleux. À la base de la villosité, schématisée ici en rouge, on voit donc la présence des cytotrophoblastes extravilleux organisés en colonnes qui vont être capables de proliférer. Ils vont ensuite se détacher pour envahir l'endomètre. Il s'agit d'une invasion qui est contrôlée puisqu'elle est limitée au tiers supérieur du myomètre et elle est dirigée puisque ces cytotrophoblastes qui acquièrent un profil invasif vont ensuite gagner les artères spiralées de l'utérus. Ils vont les encercler, ils vont détruire la tunique et remplacer les cellules endothéliales pour créer un profil de cytotrophoblastes endovasculaires. Ils vont ensuite réaliser donc un bouchon au niveau de ces artères, bouchon qui va sauter à la fin du premier trimestre, permettant l'arrivée dans la chambre intervilleuse du sang maternel. Et ce sang maternel va être en contact cette fois avec le tissu trophoblastique villeux, schématisé ici en jaune et en vert, particulièrement le syncytiotrophoblaste qui résulte de l'agrégation et de la fusion des cytotrophoblastes villeux. Et ce syncytiotrophoblaste, ça va être le siège des échanges entre la mère et son fœtus, et c'est lui qui va permettre la sécrétion dans le compartiment maternel des hormones et des marqueurs sériques maternels. Au niveau circulant maternel, on va donc avoir soit présence de marqueurs du cytotrophoblaste extravilleux, soit présence de marqueurs du cytotrophoblaste villeux. Au premier trimestre de la grossesse, de façon prédominante, ce seront des marqueurs du cytotrophoblaste extravilleux. On aura ainsi présence d'une HCG dite hyperglycosylée, HCGH, présence également de la sous-unité bêta-libre de l'HCG, présence de protéases, la protéine plasmatique de type A, les Adams protéines, l'ADAM12, les métalloprotéases telles que la métalloprotéase de type 9. On pourra également détecter le PLGF et les adipokines. Au second trimestre, on aura par contre cette fois de façon majoritaire la présence de marqueurs du tissu trophoblastique, principalement le syncytium. On trouvera ainsi donc l'HCG classique, l'hormone chorionique gonadotrope sous sa forme dimérique, mais également sa sous-unité bêta-libre. On aura également des fragments cellulaires, ce sont des marqueurs insolubles, notamment donc les STBM, qui sont des fragments de membrane basale du syncytiotrophoblaste. On trouvera le PLGF, SFLT1, la cellule endocrine, également des hormones telles que les hormones stéroïdiennes, les oestrogènes et les adipokines. Si on s'intéresse aux quelques marqueurs qui ont été étudiés dans le cadre de la prééclampsie, le premier marqueur, c'est l'HCG hyperglycosylé. Cet HCG hyperglycosylé, c'est une molécule qui est spécifiquement produite par le cytotrophoblaste extravilleux de façon extrêmement précoce et qui diminue, comme vous le voyez ici, très précocement, alors que l'HCG dimérique, elle augmente. Et cet HCG hyperglycosylé, elle a en plus une action très particulière. Elle n'interagit pas avec le récepteur classique de l'HCG pour induire la stéroïdogénèse. Elle va, avoir une action de type facteur de croissance, favoriser l'invasion et l'angiogénèse. Le deuxième facteur qui est exprimé de façon majoritaire par le cytotrophoblaste extravilleux, c'est la sous-unité bêta-libre de l'HCG. L'HCG est constitué de deux sous-unités, une sous-unité alpha et une sous-unité bêta. La sous-unité bêta-libre est celle qui régule la synthèse et la sécrétion de l'HCG. Et cette sous-unité bêta-libre, c'est un marqueur d'invasivité qu'on utilise d'ailleurs également en endocrinologie adulte pour voir le caractère invasif d'une tumeur. Et ce qui est caractéristique, c'est que le ratio d'expression de ces deux sous-unités est différent dans le tissu extravilleux comparativement au tissu villeux. Enfin, le troisième marqueur qui sera utilisé au niveau du cytotrophoblaste extravilleux, c'est l'APAPA, la protéine plasmatique de type A associée à la grossesse. C'est une protéase qui est exprimée à la membrane du trophoblaste et donc elle va permettre au cytotrophoblaste extravilleux de digérer la matrice extracellulaire de l'endomètre. Quand elle arrive au contact de l'endomètre, elle va être immédiatement neutralisée par le pro-MBP, exprimé notamment au niveau de la décidue, et c'est ce complexe PAPA pro-MBP qui va être sécrété, qui sera dosable dans le sang maternel. Cette PAPA, de par sa structure et sa nature, elle va donc être impliquée dans la migration du cytotrophoblaste extravilleux, dans l'invasion de l'endomètre, mais elle va être également impliquée dans la modulation des facteurs de croissance,
puisqu'elle est capable de protéolyser les IGF-BP, qui sont les protéines de liaison de ces facteurs de croissance, les IGF. Si on passe cette fois au marqueur prédominant au second trimestre, eh bien on va retrouver comme marqueur clé l'hormone chorionique gonadotrope, ou HCG, hormone spécifique et indispensable à la grossesse. Mais on aura également des hormones qui reflètent la bonne formation du syncytiotrophoblaste, principalement les oestrogènes et aussi les progestatifs, et des hormones peptidiques comme l'hormone de croissance placentaire, la PGH, et les adipokines. Deuxième catégorie de marqueurs, qui cette fois ne sont pas des hormones et qui sont aussi donc produits par le tissu vileux, on aura des facteurs angiogéniques. Deux ont un intérêt à l'heure actuelle qui est bien établi dans le cadre de la prééclampsie. On va avoir d'une part donc le SFLT1, la fraction soluble du récepteur de type 1 du PLGF, qui est détectable vraiment à partir du second trimestre et qui va augmenter de façon exponentielle jusqu'à la fin de la grossesse. Et on aura également donc présence du PLGF qui lui est détectable de façon précoce, qui augmente et qui va plafonner au cours du troisième trimestre de la grossesse. À côté de ces marqueurs que je vais présenter, qui sont des marqueurs dits solubles, et qui représentent la fonctionnalité du placenta, on va avoir des marqueurs qui, eux, sont des marqueurs insolubles et qui représentent le renouvellement du tissu trophoblastique vileux et le processus d'apoptose. Et donc, ce sont des éléments cellulaires, soit des fragments de syncytium, les STBM, soit des exosomes, soit des miRNA, dont le potentiel sera évalué dans les années futures. Parmi tous les marqueurs que je vais présenter, certains présentent déjà un intérêt établi. Une chute de la PAPA de façon précoce et une chute du PLGF au premier trimestre pourront présenter un intérêt dans le cadre du dépistage de la prééclampsie. Au second trimestre, le ratio entre le PLGF et le SFLT1 ou le TGF-bêta et la cellule endocrine pourra présenter un intérêt diagnostique dans le cadre de la prééclampsie.